Donc voilà, on continue ce cours. Ce matin, on continue le cours sur l'accouchement normal. Aujourd'hui, on avait déjà vu, n'est-ce pas, avant, on a vu toutes les différentes étapes nécessaires pour un bon accouchement par voie basse, un accouchement normal. On avait précisé ici qu'il s'agissait essentiellement de l'accouchement de sommet, surtout un sommet défléchi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on aborde le matériel nécessaire pour l'accouchement. En réalité, lorsque vous décidez de faire un accouchement par voie basse, on apprête l'accouchement. Est-ce qu'on appelle à un moment donné pour vous la préparation même du matériel de l'accouchement? Ce n'est pas quand la patiente est à dilatation complète, quand elle commence à pousser, qu'on dit où sont les pinces, où sont ceci. Non, il faut avoir tout apprêté pour l'accouchement avant, l'avoir à côté ou à tout moment, lorsque la patiente est prête, par exemple, à pousser ou quoi que ce soit, que vous ne soyez pas surpris. Donc, c'est un temps très important. Donc, ça, c'est vraiment le moyen, ce qu'il faut de manière idéale. Vous verrez plus tard dans les stages chez nous, dans nos maternités, qu'on n'a pas tout ça. On a quelques-uns parfois. Mais sinon, vous devrez avoir en moyenne 4 champs stériles ou alors des champs. Un champ en beauté. Vous devez avoir des pinces de cochère, en moyenne 4 pinces de cochère. Vous devez avoir une paire de bons ciseaux droits, non pas d'un ciseau qui doit couper, non pas d'un ciseau qui coupe, parce que les uns et les autres, souvent vous arrivez, c'est quand vous avez fait l'accouchement, vous prenez souvent se rendre compte qu'ils ne coupent pas. Vous devez avoir des compresses stériles, il vous faut des compresses stériles, il vous faut un clam de barre. Bon, là, on est vraiment d'abord parce que c'est un enfant, hein, parce que si c'est deux, par exemple, il vous faudra au moins deux clames de barre. Il va vous falloir également des compresses stériles, il vous faut des produits d'asepsie. La plupart du temps, dans nos maternités, on n'en a même pas. Si vous arrivez dans la maternité, même la bétadine, vous n'avez pas du tout dans le service. Alors que, et vous imaginez dans le cas d'une déchirure, on répare son périnée même sans asepsie. Et parfois, on oublie même de mettre des antibiotiques. Or, lorsqu'on pense qu'il faille réparer une déchirure du périnée, systématiquement, il faut désinfecter le périnée. Et il faut utiliser une solution pour le faire. Il va avoir des paires de gants essentiellement stériles, pour avoir quelques paires de gants de soins à côté s'il y a une voie veineuse à placer et tout, mais pour l'accouchement en lui-même, je continue à voir des gens qui viennent faire l'accouchement avec des gants de soins, qui font de la délivrance avec des gants de soins. Ça vous expose au sang du patient. Ça augmente le risque de contamination pour vous, parce que le gant de soins n'est pas aussi imperméable qu'un gant stérile qui est plus solide et tout. Devait avoir les sondes urinaires à usage unique. Ça permet de vider la vessie au moment de la poussée. Si on se rend compte que la vessie elle est trop pleine, il faut la vidanger. Vous devez avoir des seringues et des aiguilles. Vous devez avoir du matériel pour préparer une épisiotomie. À chaque fois quand vous lancez dans un accouchement par voie basse, vous devez avoir votre matériel d'épisiotomie à côté. Ce n'est pas quand la patiente, quand vous vous rendez compte qu'il y a une grosse tension sur le périnée que vous commencez à courir pour aller chercher le matériel pour faire l'épisiotomie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez avoir le matériel d'épisiotomie d'emblée déposé et réservé à côté. Ça, c'est très important. Vous devez avoir naturellement de la xylocaïne, vous devez avoir une pince à disséquer à griffe. Ça, c'est ça, là, on parle du matériel nécessaire pour réparer une déchirure ou même pour réparer une épisiotomie que vous aurez fait. Donc, vraiment, le matériel inclut tout ce qu'il vous faut pour gérer l'accouchement, l'avant-accouchement, l'accouchement et même l'après-accouchement. Donc, on va regarder ici une petite séquence vidéo qui parle de l'accouchement normal dans une position occipito-iliaque gauche antérieure. Le niveau de descente de la présentation avant le début de l'accouchement est très variable d'une parturiente à l'autre et sous la dépendance de la parité et de facteurs essentiellement posturaux.
Pour s'engager dans le diamètre oblique gauche, avant le travail ou pendant celui-ci, la tête doit parfaire sa flexion sur les reliefs du détroit supérieur pour n'opposer au cylindre de descente qu'un plus petit diamètre, le sous-occipito-frontal ou le sous-occipito-bregmatique. Essentiellement poussé par l'action des contractions utérines, le fœtus progresse et sa tête descend dans l'axe d'engagement ombilico-coccygien. À la sortie du cylindre de descente, le hamac musculaire des releveurs provoque la rotation de la tête en antéro-postérieur, occiput en avant, vers la fente urogénitale, en même temps qu'elle descend le long du sacrum. Si l'axe global du fœtus correspond à l'axe d'engagement, le front bute sur la partie basse du sacrum et la tête se fléchit au maximum avant d'incurver sa progression vers le détroit inférieur, suivant la courbure sacrée. L'occiput, puis le sous-occiput, se présentent sous l'arcade pubienne, progressant selon un axe horizontal. Lorsque le sous-occiput se fixe au bord inférieur de la symphyse, la tête peut amorcer sa déflexion, qui va permettre son dégagement en empliant à l'extrême le périnée postérieur, amenant la vulve à l'horizontale. C'est autour de ce moment que l'épaule postérieure s'est engagée dans le sinus sacro-iliaque, diminuant la tension des muscles latéraux du cou et favorisant le mouvement de déflexion de la tête, dont le front, les yeux, le nez et le menton se succèdent à la fourchette vulvaire. Dégagée de la fente musculaire du périnée, la tête fœtale reprend sa position perpendiculaire à l'axe des épaules par un mouvement nommé restitution. Spontanément, sous l'effet des efforts expulsifs ou favorisés par une action d'abaissement de la tête sans traction axiale, l'épaule antérieure glisse sous la symphyse et le membre supérieur peut se dégager. L'épaule postérieure parcourt ensuite le périnée et l'autre bras se dégage spontanément pendant la suite de l'extraction. La fin de l'accouchement se déroule sans difficulté. Donc, dans cette séquence, on revient un peu pour vous expliquer les différents moments, les différents temps nécessaires pour un accouchement normal lorsque l'enfant est en position occipito-iliaque gauche antérieure. Donc, on a retenu ici que l'enfant va subir un ensemble de mécaniques de phénomènes à l'intérieur, mais c'est la déflexion de la tête qui permet en réalité sa sortie de la voie génitale féminine. Il va falloir que la tête de l'enfant défléchisse. Ça, c'est une question d'examen. Quand on vous posera pour savoir pourquoi ou qu'est-ce qui va aider, par quelle mécanique est-ce que la tête de l'enfant sortira. Et donc, si on y va comme ça, on se rend compte que lorsque la tête de l'enfant sort, c'est à ce moment que les épaules vont s'engager dans le détroit supérieur également. J'ai vu mon enfant entre en hospitalisation, mais il a le temps de faire ce qu'on appelle la rotation interne, qui permet de se mettre en position occipito-postérieure, et à ce moment, il défléchit et il sort. Une fois que la tête est sortie, l'épaule antérieure s'engage. Donc, vous avez l'idée que la tête de l'enfant sort, il y a ce qu'on appelle la restitution ou encore la rotation externe. Généralement, quand vous verrez faire les accouchements, quand la tête de l'enfant sort, la plupart du temps, vous avez des sages-femmes qui tiennent la tête de l'enfant, commencent à le tourner dans tous les sens, pour le tirer. Ce qui n'est pas normal. Il faut souvent attendre que la restitution se fasse, que vous voyez de quel côté est-ce que l'enfant est en train de rôter, et c'est dans le sens-là que vous pourrez accompagner sa tête à rôter. Et lorsque vous avez fait dégager la tête, il faut savoir que les épaules vont s'engager en arrière. Il faut maintenant avoir la mécanique obstétricale nécessaire pour dégager les deux, l'épaule antérieure d'abord, et ensuite en sachant que grâce à une bonne rotation, on aura l'épaule postérieure qui va se dégager. Une fois qu'on a dégagé la tête et les épaules, le reste de l'accouchement généralement n'est pas difficile. Je voudrais vous préciser que c'est lorsque la tête sort parce que les déchirures du périnée se font généralement à deux grands moments. Lors de l'ampliation à la sortie de la tête fœtale et lors du dégagement des épaules.
Donc, du coup, il faut que vous continuez à rester prudent et à protéger votre périnée lorsque vous faites l'accouchement à la fois de la tête et même à la fois des épaules. Il y aura moins de complications, il y aura moins de déchirures avec le reste des parties. Donc, c'est très important de retenir cela. En sachant, on a encore dit, c'est un petit rappel encore, que la mécanique obstétricale, c'est trois choses. C'est le passage, c'est le passager et c'est la puissance. En sachant que le passage, c'est le bassin obstétrical. Là, vous avez vu dans cette vidéo comment est-ce que le passage va aider l'enfant en lui-même à passer. C'est le fait que la tête va buter sur les muscles, sur le plancher, qui permet qu'il route. Ça, c'est très important. Donc, le passage soit adéquat. À côté, vous avez le passager. Le passager qui est ici le mobile fœtal, qui doit avoir le bon sens de l'orientation, qui doit être proportionnel au passage. S'il est très gros, il ne passera pas. Mais s'il est petit, le passage est bien, lui, il passe sans souci. Et à côté, il faut un autre phénomène qu'on appelle la puissance, qui sont les contractions utérines, qui sont indispensables dans la poussée de l'enfant en question. Le niveau de Alors, comment se fait dans le dégagement et l'expulsion, on l'a dit, au niveau du droit inférieur? Une fois sortie, la tête va subir le mouvement de restitution. Ça, on le dit, qu'il faut le plus souvent aider en saisissant la tête à deux mains et en ramenant l'occiput du côté du dos. Donc, si je le dis encore, vraiment, si on se rend, il faut attendre que l'enfant restitue, qu'on voit. Et quand on dit la restitution, c'est la rotation externe. Qu'on voit de quel côté est-ce qu'il est en train de roter à l'extérieur avant de l'aider. Vous prenez la tête dans les deux mains sans jamais saisir le cou de l'enfant. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, en prenant, en saisissant le cou de l'enfant, vous pouvez facilement l'étrangler. Il faudrait éviter de saisir le cou de l'enfant. Et si jamais on se rend compte qu'il y a des circulaires du cordon, on peut les lâcher. Alors donc, dans les variétés postérieures, là maintenant, parce que là depuis on parle des variétés antérieures, ok, c'était les variétés antérieures, mais dans les variétés postérieures, on note que déjà ce sont des variétés qui sont plus rares. La plupart du temps, on a dit que l'accouchement se fait dans les variétés antérieures. En hospitaux, il y a gauche antérieure, hospitaux, il y a euh, droit antérieur, gauche antérieure. Les postérieures sont un peu plus rares. Elles vont se caractériser par la position postérieure de l'occiput sur l'un des deux diamètres obliques. Pour vous expliquer ça longuement en classe, on a vu des vidéos dans le cours. Qu'on dit dans la variété postérieure, c'est l'occiput, parce qu'on dit occipito-iliaque postérieur. C'est l'occiput qui est en contact de l'os postérieur. Dans la variété antérieure droite, par exemple, l'occiput est sur l'os iliaque antérieur et à droite, tout simplement. En postérieur, c'est un peu l'inverse, dont les os sont en arrière. Ce qui va donc permettre de définir les positions occipito-iliaque droite postérieure, environ 30 à 45% des présentations, et occipito-iliaque gauche postérieure, juste 6%. Elles ont de nombreuses similitudes avec les variétés antérieures. Et la seule différence, euh, on va surtout étudier, n'est-ce pas, les différences au cours du cours parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont ensemble. On va le voir, hein, comme l'axe de rotation. Dans les variétés antérieures, le fœtus rotera essentiellement de 45 degrés, alors que dans la variété postérieure, il va roter de 135 degrés. C'est un peu ce genre de différence qu'on va voir. Mais dans le reste de la mécanique, c'est vraiment, vraiment quasiment les mêmes choses qui vont se passer. Juste que dans les variétés postérieures, il faut plus de temps pour la rotation. Ça, c'est ce que j'aimerais que vous sachiez. Et on l'a rappelé que les présentations du sommet représentent environ 95% des, 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 non, des accouchements par voie basse chez les patients. La variété du sommet, c'est 95%. Ce sont les petits rappels que vous devez savoir. Donc, dans la variété postérieure, comment se fait l'engagement? On note que la flexion ici est moins marquée. La flexion est moins marquée que dans, que dans
dans les variétés antérieures, la flexion est moins marquée. Contrairement aux variétés antérieures, c'est l'occiput et non pas le front qui va prendre contact avec les marges postérieures du bassin. Et alors que le front va rencontrer secondairement la symphyse pubienne qui est plus bas située. En conséquence, au lieu du diamètre sous-occipito-brématique, c'est le diamètre sous-occipito-frontal. Oui, le diamètre sous-occipito-brématique est de 9,5 cm, le diamètre sous-occipito-brématique. Alors que dans les variétés, et ça, le diabète sous-occipito-pneumatique, c'est dans les variétés antérieures, 9,5. Dans les variétés postérieures, c'est plutôt le diamètre sous-occipito-frontal qui va aller au contact du détroit supérieur. Et là, on est sur l'ordre de 10 à 10,5 cm. À ce moment, on aura donc, par conséquent, l'accommodation qui est donc moins bonne. Ça, c'est naturel parce qu'on a un diamètre qui est plus large. On a l'accommodation qui est moins bonne, qui est responsable d'une dilatation plus longue d'un œdème du col qui peut souvent arriver parce que le temps de rotation et tout le reste est plus long à ce moment. On peut avoir un engagement qui est plus long, euh, faisant le plus souvent intervenir une flexion latérale de la tête, surtout la synclitisme en fait. La descente est naturelle, elle également elle est plus lente. Pourquoi? Parce que la rotation sera plus difficile, elle sera plus longue. On a vu, la rotation ici sera de l'ordre de 135 degrés au lieu des 45. Parce qu'il faille, l'enfant qui est en position, qui s'engage dans la variété postérieure, va d'abord faire 90 degrés pour revenir en variété antérieure avant de compléter les 45 degrés qu'il faille, que les antérieurs vont faire. Du coup, ça fait 90 plus 35 plus 45 dans la 135. C'est très important. Il n'est en conséquence guère surprenant de constater fréquemment une hausse sérosanguine dans le volume qui reflète le degré plus ou moins important de la dystocie. Donc vous comprenez que les variétés postérieures sont plus dystociques que les variétés antérieures. Voilà. Sur ce schéma, on vous montre un peu comment ça se passe. En sachant, je vous ai toujours dit à un moment donné, ce qui permet d'apprécier la position de la tête fœtale, c'était de repérer la fontanelle antérieure. Si vous avez la grande fontanelle en avant, alors vous allez connaître que l'occiput est en arrière, hein, tout simplement. Si je touche la grande fontanelle, qui est la fontanelle bréma, en antérieur, ça veut dire que l'occiput au niveau duquel se trouve la petite fontanelle sera en postérieur. Si je touche ma grande fontanelle en postérieur, ça veut dire que mon occiput est en antérieur. Voilà juste des façons. Comment faire pour vérifier au cours du travail. Donc, lorsque je fais mon toucher vaginal, je cherche simplement la grande fontanelle. Elle est facilement palpable. Si je la touche en postérieur, je comprends que je suis dans une version antérieure. Maintenant, si ma grande fontanelle est en postérieur et elle est à gauche, ça veut dire que je suis dans un occipito iliaque antérieur droite. Parce que généralement, l'enfant sera couché en transverse. Donc, en oblique, je vais dire. Donc, si je touche la grande fontanelle à droite, ça veut forcément dire, ça veut idéalement dire, parce qu'à ce moment, on peut parcourir la fontanelle, ça veut dire que l'occiput est à gauche. Et si je touche la grande fontanelle à gauche, à droite, voilà, à droite cette fois, ça veut dire que la petite fontanelle est sûrement à gauche. Voilà comment faire pour apprécier les orientations. Donc, là, on est dans les versions postérieures. On vous montre comment ça se passe, vous voyez. Le mec qui va entrer avec un plus grand diamètre, là, soit on est en occipito, il y a que droite antérieure. Là, vous voyez, là, c'est le sacrum. Là, on a la grande fontanelle qui est là. Là, ouais, là je touche ma grande fontanelle en avant et à la droite de la patiente. Pardon, à la gauche de la patiente. Là, on est à la gauche de la patiente. Ça voudrait dire, comme c'est ce que je vous disais tantôt, quand je vais prendre le marqueur. Voilà. Chez cette patiente, je vais venir, lorsque je fais mon toucher, je touche ma grande fontanelle en avant et à gauche
de la patiente. Alors, ça veut dire que la petite fontanelle sera en arrière et à droite. Du coup, ça me fait ici, je suis dans une position occipito-iliaque droite postérieure. Pareil ici. Si je viens toucher ma grande fontanelle en avant, toujours, et cette fois-ci à la droite de la patiente, ça veut dire que ma petite fontanelle est derrière et à gauche, parce que l'occiput est derrière et à gauche. Là, je serai dans une position occipito-iliaque gauche postérieure. Contrairement à ici, regardez un peu le contraire. Lorsque je viens faire mon toucher vaginal, dans ce cas-ci, en réalité, ici, c'est ma petite fontanelle. C'est ma grande fontanelle qui est en arrière ici. Là, je vais toucher ma grande fontanelle en arrière et quasiment ici. Parce que là c'est la petite fontanelle, hein. La grande est loin ici derrière à l'intérieur du bassin. Donc, si je la touche en arrière et à droite de ma patiente, ça voudrait dire que mon occiput est en avant et à gauche de la patiente. Là, je touche ma grande fontanelle en arrière et à gauche de la patiente. Ça voudrait dire que mon occiput est en avant et à la droite de la patiente. C'est ça que c'est un peu ça. Comment est-ce qu'on évalue lorsqu'on fait un examen vaginal? Dans le dégagement, il s'effectue le plus souvent en occipito postérieur. Dans la plupart, dans quasiment 95% des cas, là, on est dans les variétés postérieures. Dans les variétés postérieures, on vous dit que le dégagement va s'effectuer dans environ 95% des cas et il ne présente alors aucune particularité. Tout se passe généralement très bien. Parfois, la présentation peut se dégager en occipito sacré. En fait, c'est juste par rapport à la rotation, hein, tout simplement. Quand on dit occipito pubien, ça veut dire que l'occiput est au niveau du pubis. Tout simplement, si on dit occipito sacré, ça veut dire que l'occiput est au niveau de l'os sacré. Mais l'enfant sera quand même dans une position totalement verticale, si vous voulez. Une rotation de 45 degrés en arrière, ayant ramené l'occiput contre le sacrum. Alors, ici, il y a quand même deux grandes conséquences. Voilà. L'autre chose qui, voilà, ça c'est important de comprendre. OK. Voilà, ça, j'ai voulu que vous compreniez ici. Dans les variétés antérieures, on vous a dit le mécanisme du dégagement de la tête est la déflexion. Dans les variétés antérieures, le mécanisme de dégagement, c'est la déflexion. Alors que dans la variété postérieure, le mécanisme pour le dégagement, ce n'est pas la déflexion, mais plutôt la flexion de la tête. On va voir le schéma tout à l'heure. Mais ça, c'est important. Donc, si on vous demande une différence fondamentale entre les deux, ce serait ça. En parlant du dégagement, bien sûr, le dégagement dans la variété postérieure se fait par une déflexion, alors que le dégagement dans les variétés postérieures, antérieures, non, excusez-moi, le dégagement dans les variétés antérieures se font en déflexion. Donc, le mécanisme nécessaire pour le dégagement de la tête fœtale en variété antérieure, c'est la déflexion, alors que le mécanisme de dégagement de la tête dans les variétés postérieures, c'est la flexion. Il sera donc responsable de deux grandes conséquences. Un risque périnéal. Pourquoi? Parce que comme le gars sort en flexion, il y a un grand risque qui est une grosse amputation et qui est une grosse déchirure qui se passe après. On peut également avoir un risque fœtal avec un dégagement qui est plus traumatisant pour l'enfant, faisant intervenir des forces et des pressions sur la tête qui sont très importantes. À ce moment, on peut facilement faire l'accouchement instrumental pour aider l'enfant. Donc là, on va regarder également une petite séquence vidéo. On va regarder une petite séquence vidéo qui montre les manœuvres favorables à l'évolution antérieure des positions postérieures. Comment est-ce que l'enfant passe en postérieur va en roter pour venir en position antérieure. Bien que toxiques, les présentations postérieures peuvent présenter des insuffisances de flexion et des difficultés de rotation qui peuvent ralentir le travail.
Une large majorité tourne de 135 degrés en avant, avec ou sans aide extérieure, pour se dégager en position occipito-pubienne, mais 2 à 5% d'entre elles tournent en arrière de 45 degrés pour se dégager en position occipito-sacrée. Entre l'engagement en occipito-postérieur et le dégagement en occipito-pubien, la rotation vers l'avant de la présentation peut se faire selon deux modalités liées à la trajectoire de l'épaule postérieure. Pour que le fœtus puisse globalement tourner en avant, il faut que l'épaule postérieure puisse tourner en arrière en croisant le rachis maternel. Elle ne peut le faire qu'en dessus ou au-dessous du promontoire. Il en résulte deux types de rotation. Celles qui se produisent quand la tête engagée en postérieur tourne en avant entre la partie haute et la partie moyenne de l'excavation. Dans ce cas, l'épaule postérieure, qui est encore située au-dessus du promontoire, croise le rachis maternel et se présente, pour son engagement, en face du même sinus sacro-iliaque que celui qui a vu s'engager l'occiput. Celles qui se produisent lorsque l'épaule postérieure n'a pu franchir la saillie du rachis maternel et se présente à l'engagement face au sinus sacro-iliaque opposé à celui qui a vu s'engager l'occiput. La rotation du tronc reste bloquée par l'épaule tant que celle-ci ne s'est pas engagée et a atteint la concavité sacrée où elle peut passer de l'autre côté. Or, l'épaule postérieure s'engage au moment où la tête fœtale amorce son dégagement. Il faut donc que la tête descende très bas sur le périnée, au même niveau que celui où elle débuterait son dégagement si elle était en occipito-pubienne, pour permettre la rotation sous le promontoire de l'épaule postérieure engagée. L'insuffisance de flexion de la tête en présentation postérieure est due aux particularités de sa position qui conditionnent sa prise de contact avec les éléments fléchisseurs du détroit supérieur. Confronté à la saillie du rachis maternel, le fœtus, en position peu fléchie, est refoulé vers l'avant, et bien que le sinus sacro-iliaque soit situé plus haut sur le trajet, c'est le contact frontal avec la branche pubienne qui constitue l'élément fléchisseur majeur. Ce contact fléchit la tête sur le cou, mais défléchit la colonne cervicale, car l'occiput peut reculer vers le sinus sacro-iliaque et même, plus bas, vers la grande échancrure sciatique. Il en résulte une flexion de la tête sur le cou, mais la colonne cervicale ne participant pas au processus, la tête n'est pas rejetée en avant et le menton ne peut atteindre la poitrine. La tête reste centrée sur le plan des épaules au lieu d'être rejetée en avant de celui-ci. Dans l'excavation, les diverses sollicitations d'orientation des muscles releveurs et de l'arc osseux antérieur n'auront pas les mêmes conséquences sur la trajectoire de la tête et des épaules. Si l'on souhaite favoriser la rotation d'une présentation postérieure en antérieure, on doit connaître ces mécanismes et tenir compte du niveau de descente de la présentation dans le défilé pelvien. Au-dessus du détroit supérieur, il est illusoire de vouloir tourner manuellement la tête fœtale, car la rotation de la tête est indépendante de celle des épaules, et l'épaule postérieure n'a pratiquement aucune possibilité de franchir l'obstacle du rachis maternel. Il existe même un risque de torsion cervicale sur 135 degrés si l'épaule postérieure ne peut suivre la rotation céphalique. Au début de l'engagement, lorsque la présentation s'applique, on peut proposer une bascule latérale du bassin maternel en position de décubitus latéral du même côté que le dos du fœtus. La position des jambes maternelles n'a pas d'autre fonction que de favoriser la bascule latérale. Cet aménagement du défilé pelvien face au fœtus rapproche le sinus sacro-iliaque maternel de l'occiput fœtal et retarde le contact de son front avec l'arc pubien. Ceci favorise une bonne participation cervicale à la flexion du pôle céphalique. Mieux fléchie sur le thorax, la tête présente à l'issue de son engagement des rapports de levier céphalique antérieur et postérieur plus favorables à sa rotation dans l'excavation. Mais surtout, l'axe des épaules est refoulé vers la périphérie du détroit supérieur, ce qui facilite l'effacement de l'épaule postérieure face au rachis maternel et permet la rotation du tronc. Des études préalables comparatives sur de petits effectifs donnent des résultats significatifs concernant l'augmentation de la fréquence des rotations hautes. Dans l'excavation, en cas de défaut de rotation ou de lenteur de rotation, il existe plusieurs manœuvres pour faciliter la rotation antérieure.
Une bascule latérale inverse du bassin maternel, toujours dans le même décubitus latéral, repousse l'occiput vers le centre du détroit supérieur, car l'obstacle du mur osseux rétrocotyloïdien accentue la flexion du rachis fœtal. La bascule remonte également le sinus sacro-iliaque opposé sur l'épaule postérieure fœtale qui s'y engage. Celle-ci peut ainsi plus facilement tourner en arrière dans la concavité sacrée. Il est également possible de pratiquer une flexion digitale de la tête fœtale. Il s'agit de provoquer la flexion du pôle céphalique par traction postéro-inférieure sur le bord du lambda, ce qui entraîne une flexion cervicale. Un ou deux doigts accrochent le rebord des pariétaux au niveau des sutures occipito-pariétales du lambda et tirent la tête vers le bas et le centre de l'excavation. Dans ce mouvement, le point de contact du front fœtal avec l'arc antérieur devient le point de pivot autour duquel se fléchit la tête. Cette flexion du pôle céphalique fléchit la colonne cervicale et refoule l'axe des épaules vers la périphérie du détroit supérieur, ce qui attire l'épaule postérieure dans la même direction et vers le bas, et lui permet d'amorcer sa rotation postérieure dans la concavité sacrée. On peut accompagner avec la même prise digitale la rotation qui s'accomplit spontanément sous l'effet des efforts expulsifs maternels. Mais il faut bien comprendre que c'est la flexion cervicale qui modifie la position de l'épaule postérieure et suffit à libérer la rotation de la présentation. Le principe utilisé par la flexion à l'aide d'une ventouse est le même. Et c'est pourquoi cet instrument, qui n'a aucune capacité de rotation, peut être utilisé avec succès dans les variétés postérieures, puisque la flexion génère la rotation de la présentation. Certains utilisent une manœuvre de rotation manuelle, en induisant la rotation de la tête par application latérale de la main sur la tête fœtale, mais cette rotation, pour être sans danger, doit toujours être précédée d'une flexion du pôle céphalique pour libérer l'épaule postérieure. Elle est à envisager si la mère ne participe pas aux efforts expulsifs. Les grandes rotations au forceps ne devant plus être pratiquées, ces manœuvres doivent toujours être tentées avant d'appliquer un forceps, toujours mal adapté sur une présentation postérieure, car il n'a pas été conçu pour cela. L'usage de plus en plus fréquent de ces différentes manœuvres a fait passer la fréquence du dégagement en OS de 15% à 2% en une cinquantaine d'années. Mais il ne faut pas oublier qu'un bassin aplati d'avant en arrière peut interdire toute rotation vers l'avant d'une présentation postérieure et qu'il restera toujours une faible proportion de dégagement en OS. Donc, sur cette séquence vidéo où on voyait un peu comment se font des dégagements et on voyait des approches qui peuvent être utilisées pour corriger. La vie peut être totalement manuelle. On peut utiliser des instruments comme la ventouse pour essayer d'accroître la flexion. On peut, avec la main, essayer de modifier. On peut même modifier la position de la patiente. Vous avez vu comment juste de faire coucher la patiente sur certaines positions, de ramener les jambes d'une certaine manière pouvait permettre de corriger déjà les positions du bassin sur la tête fœtale. Mais on est vraiment dans la mécanique, hein, on est vraiment là dans la mécanique occipitale. Je vous disais l'autre jour, quand une patiente qui a un travail lui dit je veux marcher, on dit non, reste couché lui. Alors qu'en marchant simplement, elle fait adapter son bassin sur la tête fœtale, ça permet justement la tête de passer. Le fait de dire à la patiente, pousse-toi de tel côté, mets le pied de telle façon, ça peut modifier le passage, pour que le passage puisse venir s'adapter au passager pour améliorer, n'est-ce pas, la traversée. Et je pense surtout dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter de faire un accouchement instrumental lorsque l'enfant est encore très haut. Parce qu'on vous a dit que si la tête de l'enfant n'est vraiment pas engagée, vous avez les risques que l'épaule soit bloquée au niveau du rachis lombaire. Et si l'épaule est bloquée au niveau du rachis lombaire, vous commencez à tourner sur la tête avec des instruments pour le faire sortir. Vous pouvez tordre en réalité le cou de l'enfant, puisque l'épaule ne va pas changer. L'épaule, il est resté fixe. Donc, vous essayez de prendre la tête de l'enfant et de le tourner sans fixer les épaules, et non, en réalité, vous l'étranglez, si vous voulez. Donc, il faut surtout s'arranger à ce que la tête de l'enfant descende le plus. Le coup est enregistré, donc vous pouvez voir les séquences vidéo après. Bien que Alors, comment on est dans la conduite de la pratique de l'accouchement dans une présentation de sommet?
Dans cette présentation est aussi un certain nombre de questions se posent concernant les bonnes pratiques pour l'accouchement normal, qui est un acte physiologique. L'obstétrique va balancer toujours entre une attitude minimaliste de simple surveillance et une médicalisation qui est une attitude actuellement dominante dans la plupart des pays. Parce qu'à la base, j'aime toujours dire, l'accoucheur est surtout là pour protéger le périnée. Vous ne devez pas faire grand chose, vous ne devez pas intervenir de certaine manière. Vous devez accompagner la patiente dans la respiration, dans les positions adéquates et tout, mais vraiment, vous devez surtout moins intervenir. C'est ça qu'on appelle l'attitude minimaliste. Dans un contexte comme le nôtre, où de plus en plus les gens sont proactifs, on va aller faire des ventouses, on va aller tirer les enfants tout de suite et tout, il faut vraiment de moins en moins intervenir sur l'accouchement. Alors, concernant la présence d'un tiers, des études, on est sur le plan pratique de l'accouchement là maintenant, euh, des études montrent que lorsqu'il y a un conjoint qui est à côté, un membre de la famille, ça permet de réduire le stress, ça permet d'améliorer la qualité de l'accouchement. Ça, c'est très important. Donc, euh, de plus en plus, on a des patients qui vous disent, est-ce que mon mari, est-ce que ma femme peut être là, et ainsi de suite, et on refuse et tout. Excusez-moi un tout petit peu, s'il vous plaît. Donc, on dit la présence d'un tiers, le mari, un membre de la famille, un employé, peut diminuer la durée du travail, la consommation énergétique ainsi que le nombre de césariennes. La présence d'un proche est donc souhaitable, à défaut d'un membre de l'équipe qui doit être présent en permanence. Vraiment, ici, une des choses que nous commençons à encourager lorsqu'on est dans une salle d'accouchement individuel, dans notre maternité, on a une salle d'accouchement individuelle, on a deux salles d'accouchement communes. Là, c'est pas possible que le membre de la famille soit là. Mais dans la salle d'accouchement individuelle, nous, on encourage souvent que le mari ou la maman ou une sœur soit à côté. Et ça améliore le vécu de l'accouchement chez les patients. Elles sont plus à l'aise, elles se sentent encouragées. Et tout, ça se passe toujours mieux quand il y a quelqu'un. Donc, ne prenez pas sur vous d'interdire euh, aux patients, n'est-ce pas, de se faire accompagner par un membre de leur famille et tout. La déambulation, c'est le fait de marcher, hein, de bouger pendant le travail. Chez certains peuples, les femmes en travail vont rester debout, immobiles ou en marchant, voire vont se tenir accroupies ou même à genoux. Il y a un groupe d'études américain, le groupe Smith, qui recommande de laisser les femmes choisir la position et à changer à son gré pendant la durée du travail. Ici, on va suggérer à la femme vraiment d'essayer diverses positions pour tenter d'améliorer son confort. Il n'est pas nécessaire de venir dire à la patiente que tu restes couché jusqu'à l'accouchement. Non, c'est pourquoi est-ce qu'elle devrait rester couchée. Les postures sont donc à la fois un instrument de confort, mais aussi une aide à la mécanique. C'est très calme, c'est ce que je ne fais que vous dire depuis. Le fait d'encourager les patients à se mobiliser, à bouger, va les aider dans la mécanique. Vous avez vu comment juste le changement de pied peut permettre que le bassin vienne au contact de la tête de l'enfant et ça le fait passer facilement dans la cavité alors qu'il était coincé carrément. Il faut encourager les patients à bouger. La mécanique va également aider à la rotation vers l'avant des variétés postérieures, va aider à la flexion de la tête fœtale, va aider à la symétrie, aide à l'engagement dans les bassins. Si le fœtus n'est pas mobile dans le bassin, c'est le bassin maternel qui doit être mobile sur lui. Ça, c'est très important à comprendre. Il il y a, il y a des patientes qui arrivent, qui sont en travail, et on dit, bon voilà, il fallait qu'elle bouge. On commence à lui dire non, elle ne doit pas bouger, il y a ci, il y a ça. Mais une fois qu'elle commence à bouger, parce qu'elle ne bouge pas, elle reste dans une position fixe, rien ne se passe bien et tout.
Et dès lors, on va lui dire que c'est mieux qu'elle commence à bouger, on se rend compte qu'il y a une amélioration nette qui se fait. On se rend compte qu'il y a une amélioration nette qui va se faire dans sa mécanique. L'enfant qui avait du mal à entrer dans le bassin, tout de suite, il entre dans le bassin, tout commence à bien se passer. Donc, du coup, il faut vraiment encourager les patientes à se mobiliser pour leur accouchement. Ça ne va que leur faire du bien, la déambulation. C'est très important. Alors, comme dit, voilà, plusieurs études ont été faites pour montrer l'avantage de la déambulation. Donc, je dis encore, la déambulation, c'est le fait de bouger, simplement. C'est le fait de bouger. On montrait l'avantage de la déambulation pendant la phase active de la dilatation, qui n'entraînait ni bénéfice ni conséquences délétères. Donc, ça ne peut pas causer un problème de plus à l'enfant. On peut donc autoriser les femmes à déambuler pendant le travail si elles le souhaitent. Vous avez une dame, elle a 6 centimètres, elle vous dit qu'elle veut marcher. D'ailleurs, ceux qui ont fait le stage dans notre maternité vont se rendre compte que moi, je veux beaucoup agir avec la déambulation. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut encourager les patientes à bouger. Déjà, ça les fait moins stresser parce que le fait qu'elles viennent se coucher dans une chambre toute seule et tout le reste, ça les fait paniquer, elles sont stressées. Oh, moi, je les encourage souvent à marcher, monter les escaliers, marcher dans le couloir. Surtout qu'elles vont souvent marcher accompagnées d'un membre de la famille. Bon, naturellement, je n'irai pas faire marcher une dame qui a 9 centimètres avec qui est un grand multipart, avec une tête qui est engagée et tout le reste, non. Mais dès lors, j'ai une dame à 6 centimètres, une premier part et tout, et je vais l'encourager à marcher. La dernière, c'est une dame qui a accouché cette nuit, qui était euh, utérus cicatriciel. C'est une dame chez qui je faisais l'épreuve de cicatrice. Voilà une dame chez qui on a fait une épreuve de cicatrice hier. Son premier accouchement, elle a accouché par césarienne. Et là, pour le deuxième, je lui ai dit, on se lance sur une épreuve de cicatrice qui a été fait. À un moment donné, elle était bloquée à une dilatation de 4-5 cm après qu'on ait fait une induction chez elle à la sonde ballonnet. Et donc, elle, on l'a encouragée à beaucoup bouger. Elle a bougé, elle a marché. À un moment donné, sa dilatation est passée à 6 centimètres, elle avait un bishop autour de 9. Et donc, du coup, on l'a accompagnée avec l'oxytocine, avec la myotomie. Et voilà, elle a évolué. Et à 2 heures, elle a accouché son bébé. À travers la déambulation, elle a beaucoup aidé. Ça l'a fait moins stresser. La douleur, la lutte contre la douleur, il est important de noter que les changements de position et la déambulation sont les moyens de lutter contre la douleur. Ça, c'est très important. Dans certaines maternités, on a des salles de travail qui ont été adaptées et des ballons permettent de trouver des positions les moins douloureuses. Chez nous, à la maternité, on a un ballon. Il y a des patients qui l'utilisent de temps en temps parce que ça les permet souvent de se coucher un peu là-dessus. Ça soulage le mal de dos, surtout lorsqu'il y a des contractions. Quand l'utérus va se relâcher, il faut se détendre. Il y a des femmes qui entrent en salle de travail. Du début à la fin, oh, oh, je me suis dit, à cette dame, elle va s'épuiser, elle va s'essouffler, ça ne va pas lui apporter du bien. Il faut apprendre à la patiente à se détendre, à respirer lentement, à essayer même de dormir. Bon, souvent, vous avez une dame, elle a 5 centimètres, vous dites que j'aimerais dormir. Tu ne dors pas, tu dors quoi? Non, si elle peut dormir, laissez qu'elle se repose un peu. Elle ne va pas dormir pendant 2 heures de temps, non. Mais ça va l'aider à se reposer, à sentir moins la douleur, ainsi de suite. On vous dit qu'il y a certains patients qui peuvent écouter de la musique. Oui, il y a des patients qui vont arriver, certains mères vont écouter de la musique qu'ils ont choisie avant, ça peut les aider à se détendre. Des femmes vont vous proposer ce qu'ils appellent le projet de naissance. D'autres peuvent choisir de la relaxation, la sophrologie, l'acupuncture. On a aujourd'hui la péridurale qui arrive. Mais vraiment, c'est de trouver tous ces moyens, tout ce que la patiente pense qu'elle peut faire, qui peut la relâcher. Souvent, j'ai une patiente, donc j'ai envie de marcher. Ça va me soulager. Mais c'est qu'elle aille marcher si ça la soulage. Pourquoi est-ce que vous voulez la bloquer dans un lit? Oui. Donc, j'ai envie de manger un petit truc. Tu commences à dire, tu ne manges pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas boire une bouillie? Pourquoi elle ne peut pas prendre un pot de yaourt? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas prendre une boisson sucrée non gazeuse? Rien ne l'interdit de le faire. Alors, vous l'encouragez. Donc, là, concernant l'accélération du travail, il y a ce qu'on appelle la myotomie. On l'a déjà vu dans l'épreuve dans la stimulation et dans l'induction du travail. La myotomie, c'est la rupture des membranes. Il y a ce qu'on appelle la myotomie précoce, qui est la rupture des membranes avant la dilatation de 6 centimètres pour réduire la durée du travail.
Le but ici, en réalité, j'ai dit, chez la dame, j'ai dit qu'il faisait l'épreuve de travail, l'épreuve de cicatrice hier. Nous, on a fait un repli de maman chez elle, elle était à 6 centimètres. Bon. Bon, nous, on s'est basé sur son score de Bishop. On l'a vu l'autre jour, on s'est basé sur un score de Bishop chez elle qui était quand même pas mal. Et ça nous a permis de corriger. Et en faisant la myotomie chez elle, on a complété avec l'oxytocine. C'est ce qu'on vous avait dit. En plus, on va associer les deux méthodes pour obtenir des contractions et, euh, et un peu accélérer le travail. Donc, cependant, il y a une augmentation en réalité des horaires, il y a un risque de souffrance fœtale, hein, ça il faut le préciser. Lorsque vous commencez à accélérer le travail, vous pouvez stresser l'enfant, il commence à paniquer et tout le reste. On peut utiliser les perfusions d'oxytocine, on l'a vu déjà l'autre jour, c'est généralement 5 unités d'oxytocine qu'on doit mettre idéalement dans 500 ml de sérum glucosé à 5%. On va commencer à 5 gouttes par minute et on va augmenter de 5 gouttes toutes les 15 minutes sans dépasser 60 gouttes, mais jusqu'à ce qu'on obtienne des contractions utérines efficaces. Donc, jusqu'à ce que les contractions soient douloureuses et que le corps puisse se modifier. C'est ce qu'on a fait chez notre patiente hier. On a commencé l'oxytocine chez elle et là, on a réussi à obtenir les contractions efficaces à, à partir de 8 cm. On avait des contractions qui étaient efficaces et elle a commencé à avoir vraiment des grosses contractions douloureuses et tout s'est bien passé à la suite. Les positions de la mère lors de l'accouchement, ça c'est encore très important. On a tendance à dire à la patiente, tu vas se coucher sur le dos, tu ne bouges pas et tout le reste. Non, mais pourquoi? La position de la femme pour l'accouchement est largement influencée par les normes culturelles et sociales. Dans les sociétés non occidentales, non européennes, les positions accroupies, à genoux, sont utilisées. Dans les pays occidentaux, la position couchée ne s'est répandue qu'au XXe siècle pour des raisons de surveillance du périnée. Pour l'accouchement, la position sur le dos n'est pas la seule qui permet une bonne surveillance du périnée. C'est important que vous le sachiez. Il n'y a pas que la position sur le dos. On peut proposer la position en décubitus latéral. La patiente peut se coucher carrément sur le côté gauche ou sur le côté droit. Elle peut, sans que ça ne pose aucun problème. La patiente peut être en position assise dans un fauteuil spécialement conçu. Il y a des patients qui vous disent, je vais accoucher assise. Il y a des chaises adaptées pour ça. Ok, donc, en fait, c'est pour dire que la patiente peut accoucher, la patiente peut être à quatre pattes. La patiente devrait en réalité être dans une position adaptée, une position qui lui donne confiance, pour qu'elle ne soit pas stressée. Vous avez des patients qui sont couchés sur le dos, qui vous crient qu'elle a mal au dos, mon dos fait mal, j'ai tellement mal, tu respires, à tout le monde accouche toujours comme ça. Donc, est-ce que tu peux me coucher à gauche? Non, tu ne peux pas. Reste comme ça. Vous voyez, mais pourquoi? Mais je pense que ce n'est pas la faute à vous, c'est qu'on a des sages-femmes qui n'ont pas été formées à faire les accouchements dans d'autres positions que sur le dos. C'est celle qui est passée et qu'on a appris à tout le monde, mais je pense qu'il est temps peut-être qu'on commence à vous apprendre à faire des accouchements sur d'autres positions que le dos pour que vous puissiez l'intégrer, n'est-ce pas, dans votre nouvelle approche. L'épisiotomie, là encore, l'épisiotomie, on va en parler en deuxième année, peut-être en troisième année également. L'intérêt de l'épisiotomie n'a jamais été démontré pour diminuer le risque de déchirure périnéale ou de prolapsus. Je faisais un cours hier hein, avec vos élèves de deuxième année, on parlait de l'épisiotomie, vous aurez un cours sur les techniques avancées en obstétrique en deuxième année, on vous parlera sûrement de l'épisiotomie. L'épisiotomie est normalement utilisée pour réduire le risque de déchirure, mais sincèrement, ce n'est pas toujours le cas. On a une étudiante de troisième année qui travaille actuellement sur les déchirures du périnée, parce que je pense que je voudrais qu'on évolue un peu en France. Actuellement, ils font de moins en moins d'épisiotomie. Parce qu'on s'est rendu compte que l'épisiotomie, c'est une déchirure du deuxième degré. Et on fait l'épisiotomie dans le but d'empêcher de réduire une déchirure supérieure au deuxième degré. Sauf que dans la pratique, on se rend compte que beaucoup de déchirures sont du premier degré. On se dit, bon, pourquoi faire l'épisiotomie chez une dame? Pourquoi faire une déchirure du deuxième degré alors que si on laissait peut-être, la déchirure aurait pu être juste du premier degré? Est-ce que ce n'est pas plutôt encourageant de capaciter les sages-femmes à mieux protéger le périnée que de les encourager à commencer à couper l'épisiotomie chez toutes les dames. Surtout que maintenant, pour les épisiotomies, on fait l'épisiotomie, on ne connaît pas réparer, on fait des réparations inesthétiques, des patients ont des grosses douleurs à la suite de l'épisiotomie.
tout ça devient un tout petit peu compliqué, tout ça devient un petit peu complexe. Donc, en réalité, comme on dit en définitive, il faut vraiment savoir respecter la physiologie d'un accouchement normal et laisser certaines libertés de choix aux parturientes et les accompagner surtout avec une discrétion. Sinon, il faut être toujours et toujours chaleureux avec les patients. Euh, Écoutez, regardez, s'il vous plaît, donnez-moi un petit instant. Là, on a coupé la lumière. Il faut que je bascule le système sur le générateur alternatif. Donc, je vous reprends dans quelques instants. Allez, bon, voilà, je suis là. Donc, l'utilisation de l'antibioprophylaxie, idéalement dans un contexte comme le nôtre, où les règles d'hygiène et d'asepsie sont très, très peu respectées. Je disais tantôt qu'à la maternité, on n'a pas de bétadine, on n'a pas de trucs, donc ils font très peu d'asepsie. À ce moment, il faut vraiment, vraiment penser à l'antibioprophylaxie chez tous nos patients. Là, actuellement, au niveau de la maternité chez nous, on va systématiquement utiliser de l'amoxicilline chez toutes les dames dans le postpartum. C'est très important. Alors, là, on aborde le troisième stade du travail. Vous savez, le travail, il a trois stades. Là, c'est un rappel, déjà, on l'a vu en amont. Le travail, il a trois stades. Le premier stade, c'est le stade de l'effacement et de la dilatation. C'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est le stade de l'expulsion ou l'accouchement proprement dit. Le troisième stade, c'est le stade de la délivrance. La délivrance qui est l'expulsion du placenta, qui est la sortie du placenta et ses annexes. Voilà les trois stades du travail. Ça, c'est un petit rappel. Vous connaissez déjà ça. Donc, on avait le premier stade, c'est surtout l'effacement de la dilatation. Le deuxième stade, c'est tout ce qu'on voyait tout à l'heure, l'accouchement, proprement dit. Et là, on a dans le troisième stade qui est la délivrance, qui doit toujours et toujours se faire par l'examen du placenta. Il faut systématiquement inclure l'examen de placenta dans votre pratique. Et moi, j'étais là, j'ai fait un accouchement, pas avant tous, et j'ai dit à une étudiante sage-femme de deuxième année qui était là de faire la délivrance. Moi, je l'observais de côté. Elle a très bien fait sa délivrance, c'était parfait. Dès qu'elle a délivré, où est le plastique que la famille a donné pour mettre le placenta? Tout, elle a pris le placenta et voulait le mettre dans le plastique. Et je lui ai dit, bon, vous voyez, vous avez un placenta, est-ce que vous avez examiné votre placenta? Vous le mettez dans le plastique pour vous mettre à la famille, vous ne l'avez pas examiné. Et après, vous allez vous plaindre qu'il n'y a pas assez à faire à l'hôpital. Vous avez des objectifs qui sont d'apprendre à examiner le placenta. Ça vous coûte quoi de mettre ce placenta dans un plateau, de le désinfecter avec l'eau de Javel et de l'analyser après? Vous pouvez le remettre à la famille après l'avoir analysé, mais pourquoi c'est si difficile à faire? Donc, la délivrance est définie comme l'expulsion du placenta et de ses annexes hors des voies génitales féminines. C'est la dernière étape de l'accouchement
ou encore c'est le troisième stade, ou même la troisième période. C'est la même chose, soit troisième stade ou troisième période du travail. Le décollement du placenta comprend plusieurs étapes. Il y a le déco, il va commencer par se décoller. Ensuite, il va migrer et enfin, il va sortir hors de la vulve. Donc, trois grands mécanismes. Découlement, il commence par se découler. Ensuite, il va migrer et enfin, il va sortir. Ce sont les trois grandes étapes que vous devez connaître dans le placenta. Comment s'effectue donc la délivrance? De manière normale, si rien n'est fait, la délivrance se fait en moyenne 2 heures de temps après l'accouchement dans les délivrances naturelles. Donc la patiente accouche, vous ne faites rien, vous vous attendez. Et à ce moment, la femme va rester en salle de travail sous surveillance étroite parce qu'on veut surveiller le risque d'hémorragie. Et donc, par contre, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la délivrance active. Non, pardon, on est dans ce qu'on appelle la délivrance active ou la délivrance dirigée. Ça consiste à mettre le syntocinon et tout pour que le placenta sorte dans les 10 minutes qui vont suivre. Mais si rien n'est fait, on a environ 30 minutes pour que ça sorte. 30 minutes. On va commencer à parler d'une rétention du placenta si 2 heures de temps après, c'est pas sorti. Mais je dis encore, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le des délivrances dirigées. Sinon, en réalité, on a trois grandes formes de délivrance. C'est la délivrance normale, où vous ne faites rien, vous regardez, ça sort tout seul. Vous avez la délivrance dirigée, vous allez accompagner avec l'oxytocine, aller faire des tractions contrôlées et tout. Vous aurez la délivrance artificielle ou la délivrance manuelle, vous allez décoller vous-même le placenta à l'intérieur pour sortir. Dans la délivrance normale, on l'a dit, c'est lorsque le placenta et les annexes vont se décoller de l'utérus sous l'effet des contractions physiologiques et sont expulsés entièrement sous le simple effet des efforts maternels. Vous ne faites rien. En dirigé, on a dit, ça avait l'oxytocine, ça avait l'attraction contrôlée et tout. En artificiel, vous allez avec vos mains, vous-même, décoller à l'intérieur. On va cheminer à travers le bout du cordon. On va chercher la base d'insertion du cordon. Et à ce niveau, on va utiliser le bord cubital de la main pour décoller à travers des mouvements de décloisonnement. Avec le bord cubital, c'est le bord qui est opposé, c'est le bord du plus petit doigt. On va essayer de, comme si on raclait un peu pour le faire décoller et sortir d'un seul tas après. Alors, la physiologie de la délivrance, elle se fait en trois grandes phases. Il faut trois grandes phases après l'accouchement pour que le placenta sorte. Dès que l'enfant est sorti, on va attendre. L'utérus va d'abord se rétracter sur lui-même. En se rétractant sur lui-même, on aura à la suite une contraction utérine. La contraction qui va permettre en réalité de, de créer un hématome physiologique. On va voir un peu ça plus en détail. On aura, parce que quand on parle de l'enchantement, c'est ça qui est la rétraction, c'est le fait que le l'utérus va se rétracter sur le placenta, créant un premier décollement en arrière avec comme un hématome qui va se mettre. L'hématome va se propager de manière continue à la suite. On aura donc une contraction utérine qui va se faire pour améliorer le décollement et enfin on aura le clivage de la muqueuse et le placenta va chuter. Donc, il faut trois grandes étapes quand même, c'est trois phases pour la physiologie de la délivrance, trois phases. Alors, la délivrance, ça c'est juste vraiment que vous comprenez, c'est pas fondamental pour vous. La délivrance peut se faire en deux grands modes. Il y a ce qu'on appelle le mode de Bodelock ou le mode de Duncan. Le mode, en fait, ça dépend de la phase qui sort en premier. Lorsque je fais la délivrance, si c'est la phase, vous savez que le placenta, peut-être on aurait dû vous le dire avant, le placenta est fait de deux faces. C'est une structure qui est faite de deux faces. Une face fœtale, la face sur laquelle reste le fœtus, c'est la face sur laquelle on a le cordon qui est attaché. Le cordon est fixé sur la face fœtale, qui est faite d'une membrane qu'on appelle l'amnios. C'est ça qui contient liquide amniotique. À côté, on a la face maternelle du placenta.
la face maternelle est fixée sur l'utérus. C'est sur la face maternelle qu'on a les cotylédons. Et à ce moment, on a une autre membrane qu'on appelle le chorion. Donc, c'est un peu ça le placenta, sachant que le cotylédon, on en a en moyenne 8 ou 12 à 20 cotylédons, qu'il faut savoir compter après pour vérifier que tout est intact. Excusez-moi, j'ai le service qui m'appelle un peu. Je vais prendre l'appel. Donc, c'est ça le placenta, une phase maternelle, une phase fœtale. Donc, en réalité, en réalité, les mots de Baudeloc et le mot Duncan vont indiquer quelle face du placenta sort en premier pendant la délivrance. Aussi, lorsque je suis en train de faire ma traction contrôlée sur le cordon, c'est vraiment le cordon qui sort avec la myose et tout le reste. Je vais dire que c'est la face fœtale qui est sortie en premier. Ce sera le mot de Baudeloc. Mais si pendant que je fais ma traction contrôlée, j'ai plutôt la face qui a les cotylédons qui sortent, donc ce sont les cotylédons qui sortent en premier, ça voudrait dire que c'est le mot de Duncan. C'est-à-dire que c'est la face maternelle qui est sortie en premier. Ça, c'est très important. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de manière globale. Donc, la délivrance en mode Baudeloc, c'est la face fœtale qui sort en premier, c'est l'amnios, c'est le cordon, c'est la face fœtale. Et vous aurez la face maternelle qui va sortir après. Dans le mode Duncan, c'est d'abord la face maternelle qui sort. Donc, dès que vous allez tirer le placenta, vous commencez par voir les cotylédons qui sortent et après seulement vous avez la face maternelle qui arrive. C'est très important parce que si vous êtes vigilant et vous observez la présentation, vous pouvez facilement, vous pouvez facilement vous rendre compte que euh, quelle était l'insertion même du placenta. C'est très, mais bon, je ne vais pas vous amener jusque-là, quoi. Allez. Donc, voilà, sur ce schéma, vous pouvez voir comment ça se passe. On va commencer par le mot de Baudeloc, vous voyez. Là, vous avez le clivage qui se fait. Lorsque vous faites une traction, vous voyez, la face maternelle, elle est là haut. C'est la face fœtale qui va sortir carrément en premier. La face fœtale sort là en premier. Tac. On est dans le mot de Baudeloc. La face fœtale sort. Dans le mot de Duncan, vous voyez, on a la phase fœtale qui est là et la phase maternelle qui va se présenter en premier pour sortir. Vous voyez? Tac. La phase fœtale est là. Vous faites la traction contrôlée de votre cordon. Mais à ce moment, c'est plutôt la phase euh, maternelle qui va se présenter en premier, qui va sortir en premier. Ça, ce sera le mode Duncan. C'est la phase maternelle qui est sortie en premier. Alors, après la délivrance, qu'est-ce qui va se passer? On aura d'abord l'hémostase. L'hémostase, c'est l'ensemble des mécanismes qui vont se mettre en place pour arrêter l'hémorragie. Donc, après la délivrance, la physiologie va se faire en trois grandes phases. Tout d'abord, l'hémostase. L'hémostase ici, c'est qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui empêche que la femme qui a accouché commence à saigner? Tout simplement, c'est ça la question. Donc, la toute première des choses, c'est l'hémostase. L'utérus va se contracter. Mais en réalité, quand l'utérus se contracte, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle de la rétraction. C'est qu'on aura un glissement des fibres d'actine du mymètre sur les fibres de myosine. Les fibres d'actine vont glisser sur les fibres de myosine. En glissant l'une sur l'autre, ces fibres-là vont comprimer les vaisseaux qui sont restés béants et ça va donc les étrangler. Ça permet d'arrêter l'hémorragie. C'est la première des choses qui se passe.
Et on vous précise que s'il y a un obstacle dans l'utérus, s'il y a un bout de placenta, s'il y a des caillots de sang, l'utérus ne va pas se rétracter. Il va vouloir se rétracter, mais il sera bloqué par cet obstacle-là. Donc, du coup, quand vous avez un problème comme l'atonie utérine, vous avez une dent qui est accouchée, mais l'utérus ne se rétracte pas, ça veut dire qu'il y a un obstacle à l'intérieur. Si vous avez une dame qui a accouché, l'utérus reste flasque et mou, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Il faut aller le regarder. Est-ce que c'est un bout de cordon? Est-ce que c'est le placenta qui a dedans? Est-ce que c'est les caillots de sang qu'il y a dedans? C'est pour ça que si on a notre utérine, on va faire une révision utérine pour essayer de vidanger, pour essayer de vider. C'est pour ça que lorsque vous finissez de faire l'accouchement, lorsque vous avez fait la délivrance, il faut examiner votre placenta. Parce que lorsque vous allez prendre votre placenta pour l'examiner, vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties peut-être qui manquent. Si les parties manquent, ça veut dire que les parties là sont restées fixées dans l'utérus. Si vous ne les enlevez pas, il n'y aura pas de rétraction utérine. Il y aura une rétention des débris placentaires, ça va saigner parce que le bout, le cotylédon, c'est la partie sur laquelle les vaisseaux s'échangent entre la mère et l'enfant. Si ça s'enlève tout, c'est qu'on arrache toute la base et les vaisseaux restent à l'intérieur des cotylédons. Mais si un bout de cotylédon se coupe, ça veut dire que les vaisseaux vont rester là-dedans et ça va rester en train de pisser de sang. Et l'utérus ne pourra pas se rétracter dessus. Donc, il faut aller retirer tous les débris à l'intérieur de l'utérus pour permettre en réalité qu'il puisse se rétracter, que l'utérus puisse se rétracter. À côté, on aura ce qu'on appelle la thrombose vasculaire qui va permettre une oblitération mécanique des vaisseaux. Donc, c'est un peu l'afflux des facteurs de la coagulation qui vont venir oblitérer, qui vont venir boucher les vaisseaux. Alors, qu'en est-il de la GATPA? La GATPA qu'on appelle encore la gestion active de la troisième période de l'accouchement. C'est un temps important. En fait, la GATPA commence tout de suite après que le bébé soit sorti. Tout de suite après la sortie du mobile fœtal, on commence la GATPA. Comme on dit, vraiment, on a dit l'expulsion du fœtus, c'est le deuxième stade. Et là, on entre dans le troisième stade. Donc la GATPA était faite pour ne pas attendre que tout se fasse lentement. Je vous ai dit, si on ne fait rien, il faut attendre environ 30 minutes à 2 heures de temps pour que le placenta sorte. On a dit, on va aller le faire de manière active. C'est le seul moment où on est vraiment actif dans l'accouchement. Mais pourquoi la gâte pas? Je pense qu'il fallait peut-être qu'on remonte à là. C'était pour réduire les risques d'hémorragie du postpartum. L'hémorragie du postpartum, on le verra en deuxième année, est due à quatre éléments. Ça peut être l'atonie utérine, l'utérus qui ne se contracte pas. Je vous ai dit, l'utérus peut ne pas se contracter parce qu'il y a des débris à l'intérieur, parce que la vessie est pleine, parce qu'il y a des caillots à l'intérieur du monde, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il ne se contracte pas. S'il ne se contracte pas, la femme va saigner jusqu'à ce que l'utérus se contracte ou jusqu'à ce que vous enlevez l'utérus. Ça, il faut le savoir. L'utérus peut saigner. La femme peut avoir une hémorragie postpartum parce qu'il y a une rétention des débris placentaires. Parce que les débris sont restés dans l'utérus. La femme peut saigner parce qu'il y a une déchirure de la filière génitale. Lors de l'accouchement, quand je parle de la filière génitale, on commence par le col, on peut avoir une déchirure sur le col de l'utérus, on peut avoir une déchirure vaginale, on peut avoir une déchirure du périnée. Ça peut faire que la femme saigne. La femme peut saigner à cause des troubles de la coagulation. Maintenant, je voudrais encore vous dire, l'hémorragie du postpartum est la première cause du décès maternel. Première cause. Hémorragie du postpartum, les femmes meurent pour ça. Pourquoi est-ce que les femmes meurent alors qu'on sait pourquoi est-ce qu'elles ont saigné? Elles meurent parce qu'elles ont saigné. On sait pourquoi est-ce qu'elles saignent. Mais pourquoi est-ce qu'elles continuent à mourir? Chaque décès maternel est un décès de trop. C'est ça la question. C'est à ce moment qu'arrive la GATPA. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour réduire cela? Parce que l'atonie utérine, on peut réduire, on peut travailler dessus. On peut empêcher l'atonie utérine juste parce qu'on a examiné la femme, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de globe utérin. On peut aller faire une révision utérine. La rétention des débits placentaires. On n'a pas besoin d'envoyer la patiente en salle et commencer à saigner avant de se rendre compte qu'elle a saigné, on pas examiner. Si on avait examiné son placenta, tout de suite on allait voir qu'il y a des parties qui manquent, on aurait révisé avant qu'elle ne commence, sans qu'elle n'aurait pas saigné. La déchirure de la filière génitale.
Si on examine une patiente, on allait se rendre compte après l'accouchement que non, mais il y a un sang rouge vif qui continue à revenir. Un sang rouge vif qui revient, peut-être c'est une déchirure sur le col. Surtout que cette dame, elle n'était pas très coopérante. Elle a commencé à pousser à 8 cm. Peut-être son col s'est déchiré. On aurait vu ça avant qu'elle n'aille en salle. On aurait corrigé. Mais pourquoi est-ce qu'on est encore aujourd'hui à avoir des patients qui accouchent? On les envoie dans leur chambre. C'est dans leur chambre qu'on vient découvrir après qu'elle est en train de saigner. C'est ça le problème. C'est ça la problématique. Donc, en réalité, on a mis en place la GATPA. Si vous respectez la GATPA, je vous assure, parce que la tenue utérine est responsable d'environ 40 à 60% des hémorragies postpartum. La rétention des débuts placentaires, c'est entre 15 et 25%. La déchirure de la filière génitale, c'est en moyenne 15 à 20%. Les troubles de la coagulation, c'est en moyenne 3 à 10%. De vous à moi. On peut agir sur au minimum 90% des causes de l'hémorragie du postpartum juste en faisant la GATPA. Juste à travers la GATPA, on peut agir sur au moins 90%. Parce que les troubles de la coagulation, oui, on peut ne pas systématiquement savoir, c'est 10%. Si j'ai agi sur les 90% et que la femme saigne pour les 10%, je peux me rattraper. Mais si déjà on a inventé un truc qu'on a mis en place et qu'on ne s'enseigne même pas et que les femmes saignent, parce que la plupart des femmes qui saignent dans le postpartum, ce n'est pas à cause des troubles de la coagulation, c'est souvent la tenue utérine, c'est souvent la rétention des débris, c'est souvent les déchirures du périnée. La partie catastrophique, c'est ça. C'est que généralement, on ne le découvre même pas ça. On amène, c'est la famille qui vient trouver parce que la patiente saigne beaucoup, parce que la surveillance, on n'a pas fait. Donc, la GATPA, en réalité, a été mise en place pour lutter contre l'hémorragie du postpartum. Je tiens à préciser que l'hémorragie du postpartum commence dès lors où l'enfant est sorti. Dès lors où l'enfant sort, on commence à quantifier les pertes de sang. Ce n'est pas quand la femme est sortie de la salle d'accouchement. Non. L'hémorragie du postpartum commence après l'expulsion. C'est pour ça qu'en France, quand on collecte le sang pour le quantifier, on a deux sacs. Le premier sac collecte le sang jusqu'à ce que l'enfant soit sorti. Une fois que l'enfant est sorti, on ferme le sac là et on commence à pointer. Donc, tout le sang qui sort pendant la naissance de l'enfant, bon, déjà qu'il y a même passé le sang, c'est surtout des saletés, des déchets qui peuvent sortir, le liquide amniotique, le méconium et tout. On scelle le sac, on le met de côté et on ouvre un deuxième sac lorsqu'on entre dans le troisième stade du travail. On commence à quantifier l'hémorragie du postpartum à ce moment. La GATPA est faite de 8 étapes que vous devrez absolument respecter. Là, je ne l'ai pas écrit comme ça. J'ai mis les schémas sur les grandes lignes de la GATPA. Mais moi, je vous le dis là, maintenant, comme ça. La première étape de la GATPA, c'est de vérifier l'absence d'un deuxième enfant ou d'un autre enfant. Si ce sont les jumeaux, donc quand le premier est sorti, on vérifie qu'il n'y a pas le deuxième. Si un deuxième sort, on vérifie qu'il n'y a pas de troisième. Très important. Vérifier l'absence d'un deuxième enfant ou du moins vérifier l'absence d'un autre fœtus dans l'utérus, on se rassure qu'il n'y a plus de fœtus. Ensuite, on administre 10 unités d'oxytocine à la patiente. 10 unités. Ça doit être fait par voie intramusculaire. Ça, c'est à prêter avant. Ça, c'est juste dès que l'enfant sort. S'il n'y a pas de deuxième, je mets les 10 unités tout de suite. C'est pas là que l'enfant sort, je pas l'habiller, je viens injecter après. Ce n'est plus la GATPA, c'est votre invention, enfant. Dès que l'enfant est sorti, premier temps, je vérifie qu'il n'y a plus de fœtus. J'administre 10 unités d'oxytocine. J'attends une contraction. J'attends. Non, j'enroule le cordon sur la pince. Vérifier l'absence d'un deuxième enfant ou d'un autre enfant. Injecter 10 unités d'oxytocine par voie intramusculaire, enrouler la pince sur le cordon. Il faut enrouler la pince sur le cordon. Ça permet d'agir sur la gravité parce que la pince va quand même faire un petit poids. C'est pas anodin. Il n'y a rien d'anodin. Quand tu enroules un peu, ça fait que la pince va faire un petit poids dessus. Ensuite, j'attends une contraction.
Soit j'attends la contraction ou lorsque j'ai un filet de sang rouge qui ressort. En réalité, ce sont des signes qui me montrent qu'il y a eu le décollement du placenta. À ce moment, je fais une traction contrôlée sur mon cordon en refoulant le fond utérin vers le haut. Je refoule le fond utérin vers le haut parce qu'il y a un des risques qui existe qu'on appelle l'inversion utérine. Si je tire tout et l'utérus peut sortir avec le placenta, ça fera l'inversion utérine. Mais il faut faire une traction contrôlée en refoulant vers le haut le fond utérin ou l'utérus. Ensuite, vous devez masser l'utérus. Une fois que j'ai fait sortir le placenta, je masse mon utérus. Je masse l'utérus. Pendant que je masse l'utérus, ou une fois que j'ai massé l'utérus et que le globe utérin de sécurité est en place, quand je masse et que j'ai le globe qui est là, je peux dire à la patiente de reprendre le relais. Donc, je montre à la patiente où est-ce qu'elle doit masser l'utérus. À la suite, je dois examiner ma filière génitale. J'examine ma filière génitale pour vérifier qu'il n'y ait pas de déchirure. Il y a une façon d'examiner la filière génitale. Ça se fait avec deux doigts on le met au niveau de la fourchette vaginale, on appuie vers le bas. Ça vous permet de voir l'arche dans la cavité vaginale. S'il y a un sang rouge vif qui revient, alors je peux penser à ce moment que j'ai peut-être une déchirure également cervicale. Je remonte avec les valves pour explorer mon col. Et enfin, examiner le placenta. Ça fait partie de la GATPA. C'est un des temps de la GATPA. Si j'examine mon placenta, je me rends compte qu'il y a des parties qui manquent. Si mon placenta il est intact, je n'ai pas besoin de faire de révision utérine. Je n'ai pas besoin de faire de révision utérine. Si par contre, quand j'examine mon placenta, je me rends compte que j'ai des parties qui manquent, à ce moment, je fais la révision pour aller chercher le cotylédon manquant, pour aller chercher la membrane manquante. C'est très important. Voilà les 8 étapes de la GATTE. Chaque étape a son rôle. On commence par vérifier qu'il n'y ait pas un autre enfant à l'intérieur. On administre 10 unités d'oxytocine par voie intramusculaire. Là, je voulais maintenant faire une nuance. Si j'ai une patiente qui a accouché, chez qui j'ai fait un travail dirigé, le travail dirigé, c'est un travail qui a été fait avec de l'oxytocine. Donc, une dame qui n'avait pas assez de contractions utérines, chez qui on a mis de l'oxytocine pour augmenter ses contractions utérines et que j'ai une perfusion d'oxytocine qui passe, je n'ai plus besoin d'injecter 10 unités d'oxytocine par voie intramusculaire. J'ouvre simplement la voie intraveineuse et l'oxytocine va continuer à couler. Là, c'est un des cas avec lesquels je ne suis pas obligé d'aller injecter 10 unités d'oxytocine après. Très important. OK? Une fois que j'ai injecté, je vous ai dit, j'enroule ma pince sur le cordon. Ça, c'était avant. Parce qu'actuellement, on utilise ce qu'on appelle les séries de clampage-déclampage. Donc, je clampe le cordon. J'ai un bout de cordon qui est clampé à la base et l'autre bout, et je clampe également le cordon à l'entrée du vagin. Je clampe le cordon à l'entrée du vagin. Je vais faire une légère traction dessus. Je prends le cordon qui était éloigné, je le retire. La pince qui était au bout du vagin, puisque je tire dessus et le cordon commence à sortir, je prends la pince qui était éloignée, je viens remettre au niveau du bout du vagin. Et c'est un peu ça le clampage des clampages. Donc, on tire, on clampe. On tire, on clampe, en restant au bord du vagin. C'est une technique qui est un peu difficile à faire, mais ça fait partie de nos recommandations dans la GATPA. Mais ça, il faille peut-être qu'on vous montre comment ça se fait. C'est pas difficile, mais il faille qu'on vous montre. Ensuite, on attend une contraction ou un saignement. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut vérifier ici? C'est on attend que le cordon, que le placenta se décolle d'abord. On ne tire pas sur un cordon qui n'est pas décollé. Parce que si vous tirez sur un placenta qui n'est pas décollé, vous allez arracher le cordon. Si vous arrachez le cordon, ça va saigner. Donc, ça peut arriver. C'est une des complications qui existent. Quand vous êtes en train de faire traction, le cordon s'arrache. Tout de suite, il faut aller faire la révision utérine pour faire une délivrance manuelle. Ça arrive même au bloc, parfois, on fait, au cours d'une césarienne, on entrefait une délivrance dirigée du placenta, le cordon s'arrache, il faut aller le délivrer tout de suite. Mais là, je voulais vous dire, mais
quels sont les éléments? Il y a au moins trois signes que je peux utiliser pour vérifier que mon placenta a été décollé. Le premier élément que je peux utiliser, je fais une traction, j'essaie de refouler mon fond utérin et en observant ma pince, en observant mon cordon. Si le placenta est encore fixé sur l'utérus, quand je vais refouler l'utérus vers le haut, étant dit que le placenta est encore fixé et que le cordon est relié au placenta, en refoulant l'utérus vers le haut, mon cordon va également aller à l'intérieur. C'est quand je vais tirer l'utérus, comme le placenta est fixé sur lui, ça va tirer l'utérus et l'utérus va tirer le cordon. Donc j'aurai, en poussant l'utérus vers l'ombilic de la patiente, donc vous avez deux doigts que vous placez au-dessus de la symphyse pubienne, vous poussez l'utérus vers le haut, vous avez votre cordon qui rentre dans le vagin. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu d'écoulement. Mais si pendant que je mets ces deux doigts au-dessus de la symphyse pubienne et je pousse l'utérus vers le haut, le cordon ne bouge pas, ça veut dire que le placenta s'est désolidarisé de l'utérus. C'est-à-dire que le placenta n'est plus fixé à l'utérus. Et donc, par conséquent, quand je pousse l'utérus vers le haut, le placenta lui reste en bas et le cordon ne va pas bouger. C'est un premier élément qui me permet de savoir s'il y a eu décollement ou pas. Le deuxième élément, comme on l'a dit, justement, c'est la contraction utérine. Quand il y a une contraction utérine, on l'a vu avant, dans les étapes du décollement du placenta, la contraction permet de faire le clivage au final. Quand il y a une contraction, je comprends que le clivage a été fait. La troisième façon de vérifier, c'est le saignement rouge vif qui arrive, qui me montre en réalité que l'hématome retroplacentaire artificiel, si vous voulez, c'est un hématome retroplacentaire physiologique, c'est fait derrière le placenta, a décollé déjà le placenta. Une fois, et je vous ai dit, lorsque je fais une traction contrôlée sur le bout du cordon, dont je tire le cordon en refoulant l'utérus vers le haut, c'est pour prévenir l'inversion utérine. Une fois que le placenta, que le gâteau placentaire arrive au niveau de la vulve, quand vous avez le gâteau placentaire au niveau de la vulve, vous laissez le cordon, vous ne tirez plus sur le cordon. Vous prenez le placenta, et entre les deux mains, bien sûr, et vous le tournez dans les sens de l'aiguille d'une montre, sans le tirer. Vous le tournez dans les sens de l'aiguille d'une montre de manière progressive. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'enrouler toutes les membranes sur elles-mêmes. Les membranes vont s'enrouler sur elles-mêmes, et toutes les membranes vont sortir sans que rien ne se coupe, sans que rien ne se décolle. C'est très magnifique quand vous voyez au cours d'une césarienne, c'est où vous comprenez que les membranes vont souvent rester à l'intérieur, hein, c'est pas la blague. Quand tu tires sur le cordon, quand le placenta sort, tu as souvent le chorion qui reste vraiment collé à l'utérus, à la paroi utérine. Et tu te rends compte que non, si tu étais par voie basse, si tu ne faisais pas attention, tu tirais comme ça, parfois il va se déchirer, il va rester. Au cours de la césarienne, c'est facile, puisque là, je vois que ça s'est déchiré. Je vais prendre une pince, je vais aller arracher, décoller le bout qui était là. Mais la technique pour éviter ça lorsque vous faites de l'accouchement par voie basse, c'est de tourner simplement le gâteau placentaire sur lui-même. Vous le tournez dans le sens d'une aiguille du monde de manière continue, sans tirer. Vous allez voir comment, quand vous tournez, vous allez voir comment ça va, le placenta revient tout de lui-même. Et vous allez voir comment est-ce qu'au fur et à mesure, les membranes vont s'enrouler sur elles-mêmes. Elles vont s'enrouler jusqu'à sortir complètement. Une fois que vous avez fait sortir le placenta, le réflexe qui suit tout de suite, vous le mettez dans un plateau, vous commencez le massage utérin. En massant l'utérus, ça vous permet de vider les caillots de sang qu'il y a dans l'utérus et d'aider à la contractilité utérine, de permettre la rétraction utérine. Le danger que vous faites généralement, c'est que on délivre le placenta, on part chercher le plastique pour le mettre à l'intérieur, on ne masse pas l'utérus. On perd le temps. À travers ce temps, il y a un petit saignement qui se fait dans l'utérus et il s'accumule là. Il coagule très vite. Si la coagulation de la patiente est bonne, ça fait quelques caillots de sang qui restent dans l'utérus. Quand vous venez commencer à masser, vous avez des caillots déjà dans la cavité utérine qui ne sortent plus. Et ces caillots vont constituer un obstacle. Et l'obstacle en question va empêcher qu'il y ait rétraction utérine. Voilà un peu comment ça va se passer. Et du coup, pour le coup, vous n'aurez pas de rétraction utérine. À ce moment, vous avez besoin de faire une révision utérine pour aller vider les caillots en question.
Mais si dès lors où le placenta sort, vous commencez le massage tout de suite, je vous assure, vous n'aurez pas de problème dans la rétraction. Vous n'aurez pas de problème de rétraction. Vous n'aurez pas besoin de faire la révision après. Une fois que je révise, une fois que je mastérise et le globe utérin, c'est cette boule qui se forme qu'on appelle le globe utérin de sécurité, il est en place, je dis à la patiente de continuer. Et je lui montre, parce que souvent, il faut montrer à la patiente. Souvent, je dis à la patiente que masse ici, et après, commence à appuyer. Non, on va souvent dire, tourne, vraiment, tourne la main dessus comme du couscous, si vous voulez un peu. Tourne la main dessus. Et le simple fait de tourner permet qu'elle continue le massage et vous pouvez commencer à examiner la filière génitale. On commence souvent par le périnée. Est-ce que le périnée il est intact? Est-ce que le vagin il est intact? Est-ce que au niveau du col ça ne saigne pas? Intact. Si tout est bon, on dit allez, le périnée est intact, pas de déchirure. Vous prenez votre placenta, à ce moment vous l'avez mis dans un plateau, vous le désinfectez. La patiente continue à faire son massage là-bas. Vous allez désinfecter votre placenta, vous l'examinez. Ou si vous êtes deux, votre collègue peut l'examiner. Voilà un peu la gamme. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de voir là maintenant. Bon, on a totalement expliqué. Ici, c'est de manière plus large, n'est-ce pas, dans la 4 pages, juste pour vous expliquer certaines étapes. On vous montre un peu comment est-ce qu'on va faire le refoulement utérin. Voilà ce que je vous disais tantôt. Allez, tac, vous voyez, le, je vais mettre le pointeur laser là. Tac, voilà. Vous voyez, là, c'est le cordon. Le cordon, il pend. Il est attaché. Si je place les doigts au-dessus de la symphyse pubienne, regardez l'axe de ces doigts. Si je refoule l'utérus vers le haut, là, je vais essayer de mettre la main ici pour pousser l'utérus vers le haut. Si je pousse vers le haut et je me rends compte que mon cordon remonte, ça veut dire qu'il est encore fixé à l'utérus, c'est-à-dire qu'il est encore fixé à l'intérieur. C'est un peu ça que vous comprenez. Ça voulait dire qu'il est encore fixé, c'est-à-dire que le placenta est encore fixé. C'est pour ça que le cordon qui est solidaire du placenta va remonter. Or, si par contre, quand j'essaye de tirer vers le haut, celui-ci ne bouge pas. Vous voyez, là, regardez. Là, il est décollé. On met la main, on va pousser l'utérus vers le haut. Puisque le cordon et le placenta est déjà décollé, il ne va pas changer. Lui va rester en position. Rien ne va changer. Il ne remonte pas. Ça vous fait comprendre qu'en réalité, il y a déjà eu un décollement. C'est un peu ce qu'on expliquait tantôt. Alors, vous voyez comment on fait l'expulsion. Je tire sur le cordon, c'est ça qu'on appelle euh, pardon, la délivrance dirigée. Je tire sur le cordon en refoulant vers le haut de l'utérus. Ça me permet d'éviter que l'utérus ne sorte pour créer ce qu'on appelle l'inversion utérine. On s'assure que le bassin est décollé, la main droite appuie sur le fond utérin et réduit l'antéversion par une pression en arrière. Et donc, voilà, l'attaque, on va tirer. Mais ça, c'est pas une bonne pratique. À ce moment-ci, lorsque le truc arrive, il faut prendre le placenta dans les deux mains, comme on a dit, et de le roter, de le tourner dans le sens des aiguilles du montre. C'est très important. Là, tac, vous voyez, on va mettre la main, l'expulsion va aider par le déplissement du segment inférieur. Ça consiste à vraiment mettre la main là, à devoir repousser vers le haut. Là, vous voyez, là, il y a la main, on va vers le haut. Mais là, l'erreur sur ce schéma, c'est que il va falloir que vous veniez récupérer le gâteau placentaire là et vous commencez à le tourner dans le sens des aiguilles du montre. C'est très important. Alors, l'examen du placenta. L'examen du placenta, l'examen du délivré, en fait, du placenta, c'est pareil, est indispensable pour s'assurer que le placenta et les membranes sont expulsés dans leur totalité, est importante en cas de rétention partielle. Soit s'il y a rétention, vous allez vous rendre compte tout de suite. Vous vérifiez qu'il y a une révision pour éviter de faire des révisions utérines inutiles. L'examen du patient également permet d'assurer une surveillance particulière en sachant qu'un petit côté des membranes, moins de 10%, peut laisser prévoir une insertion basse du placenta et la possibilité d'hémorragie que l'on sera rattaché à leur cause.
Bon, je vous avais parlé dans ça. Je vous ai dit qu'en fonction de la face qui sont sur le placenta, on peut essayer de comprendre comment il était inséré. On comprend comment est-ce qu'il était inséré. On peut comprendre que c'était peut-être un placenta prévia qui n'était pas juste recouvrant et tout le reste, vraiment. Donc, mais si vous examinez le placenta, vous pouvez comprendre les causes les causes d'un retard de croissance intra-utérin. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez un petit placenta. Quand on examine le placenta, c'est avec ses annexes. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez un cordon qui est très long. Ça vous explique pourquoi il y a les circulaires du cordon. Vous vous rendez compte qu'il y avait un cordon qui était très court. Ça vous explique pourquoi ce enfant a eu du mal à sortir. OK? Vous pouvez, bref, je vois il faut examiner parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments hein, sur l'examen du placenta. Il y a un cours sur l'examen du placenta. Je vous invite d'ailleurs à aller chercher. Vous pouvez aller parfois sur Google Scholar. Vous tapez cours sur l'examen du placenta. Vous lisez là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à lire. Pour ceux qui vont venir à la maternité, il y a un livre à la maternité qui porte sur les techniques donc, non, sur l'accouchement. Voilà, sur l'accouchement. Bon, c'est un livre du Lanzac, voilà. La pratique de l'accouchement, ça, c'est ça le nom, la pratique de l'accouchement. Vous pouvez aller dedans, il y a tout un chapitre sur l'examen du placenta. Donc, ce qui peut vous intéresser, c'est ça, très important, n'est-ce pas, de lire et de pratiquer. Voilà, donc si on commence à examiner le placenta, on peut comprendre beaucoup d'autres choses, pourquoi c'est une complication, on peut vérifier quelle était l'insertion du cordon, est-ce que le cordon avait une insertion centrale, est-ce qu'elle avait une insertion euh, latérale? Latérale, c'est on inséré entre le centre et moins de 2 centimètres du bord. Est-ce qu'on avait une insertion marginale? C'est un cordon qui est inséré à moins de 2 centimètres du bord du placenta. Est-ce que l'insertion était filamenteuse? C'est un cordon qui est inséré directement sur les membranes. On peut essayer de comprendre, lorsqu'on examine toujours, de voir la chorionicité dans les grossesses multiples. En fait, il y a beaucoup d'éléments à découvrir lorsqu'on examine le placenta. Voilà, voilà. Donc là, sur ces quelques figures, on vous montre comment est-ce qu'on peut examiner un placenta. On vous montre là, vous voyez. Là, c'est le cas d'une patiente avec un placenta normal. Vous voyez, là, tout est bien. Là, là, on analyse la phase maternelle peut voir là les cotylédons qu'on peut voir. Et dans ce cas, on peut se rendre compte qu'il y a un infarctus placentaire, il y a des zones absentes et tout le reste qui vont créer un peu comme... Ça se voit à l'échographie parfois aussi. Là, il y a des zones d'infarctus. Et là, ça, c'est la phase fœtale, je vous ai dit, avec l'amnios. À l'intérieur, vous avez le cordon qui est là. Ça, c'est la phase dans laquelle l'enfant était avec sa poche des os et tout le reste. Voilà. Toujours ça, voilà. Dans le cas de l'hématome autoplacentaire, vous avez l'hématome là, si vous regardez ici. Ça, c'est un cas d'hématome autoplacentaire. Cette partie, elle est normale. Mais là, vous avez un cas d'hématome autoplacentaire. Ici, c'est un cas de placenta bipartita. Vous voyez, on a un placenta là, un autre ici. Il y a un petit vide entre les deux. Il n'y a qu'une petite zone ici qui unit les deux placentas. Ça également, ça se voit à l'échographie, hein. Ça, on le voit à l'échographie. Le placenta bipartita, c'est vous avez l'impression qu'il y a deux placentas, mais c'est un seul placenta, sauf il est divisé en deux, avec une petite zone de fonctionnement entre les deux. Et ça cause quand même certains soucis chez l'enfant. Et là, c'est un cas avec d'amnios nodus. En fait, ce sont les nodules de l'amnios fœtale qui peuvent expliquer certaines complications qu'on a. Si vous n'examinez pas, vous n'allez jamais voir ça. Et donc, voilà comment est-ce toujours dans l'examen du placenta, il faut le mettre sur un plateau, comprendre la face fœtale, l'analyser, on doit mesurer le cordon, on va chercher est-ce qu'il y a les nœuds. Là, par exemple, vous voyez là, là on a le cas d'un un nœud du cordon qui est là, carrément. Et si vous prenez attention, vous allez vous rendre compte que c'est un cordon qui est très long. Le cordon, normalement, doit mesurer entre 40 et 70 centimètres. Vous avez souvent les cordons qui en mesurent plus, sinon moins. Et que ce soit plus ou moins, cela peut expliquer certaines complications qu'on peut avoir chez la patiente. Donc voilà, c'est pareil, on a des kystes du cordon, on a beaucoup de pathologies sur le cordon. Lorsque vous analysez le cordon, vous voyez, chez cette patiente, son cordon a juste deux vaisseaux. Là, le cordon a deux vaisseaux. Il y a, là, c'est la veine ombilicale et à côté, on a l'artère ombilicale. Alors, normalement, on est censé avoir trois vaisseaux. On doit avoir deux artères et une veine. Mais là, on a une seule artère. Vous devez également analyser la gelée de Wharton. La gelée de Wharton, c'est cette couche
qui entoure le cordon. C'est ça qu'on appelle la gelée de Walton. Vous devez analyser tout cela. Donc voilà, je pense ainsi qu'on met un thème à ce cours aujourd'hui. Alors, je vais vous autoriser à réactiver vos micros. On va prendre quelques questions. Ensuite, on fera l'appel. Ok. Très bien. Voilà. Là, vous pouvez activer vos micros vous-même. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le cours a été compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses, des zones d'ombre et tout? Oui, monsieur, j'ai une question. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, c'est Mounet. Oui. Oui, monsieur, je ne sais pas si est possible de revenir, de expliquer encore la différence entre la, la flex, la restitution et je pense que c'est ça, restitution. Et restitution et déflexion, monsieur. Non, en fait, bon, je pense, est-ce que vous ne posez pas plutôt la différence sur la mécanique, sur le mécanisme qui permet de faire l'expulsion en cas de position postérieure ou de position antérieure? C'est ça la question ou pas? Oui, monsieur, on parlait de ça, que la restitution, c'est la reprise normale de la terre à la sortie. Et oui, je concerne cela, je n'avais